Bonjour et bienvenue dans Erreur 404, l'émission qui s'intéresse aux souffrances, aux échecs, aux bugs de parcours, aux erreurs 404 de nos invités. Ensemble, vous et moi, nous allons revenir, à l'aide du témoignage de nos invités, sur les moments compliqués d'une vie, les moments difficiles d'un parcours, et tenter de comprendre s'il est possible de se relever ou pas d'un tel événement. Nous allons recevoir des invités avec un parcours riche qui vont nous donner un aperçu sur ce qu'il est possible de traverser. Notre invitée, lorsqu'elle était petite, on lui posait la question de savoir ce qu'elle voulait faire et elle avait toujours la même réponse. Elle ne savait pas de façon précise ce qu'elle deviendrait, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle aiderait les gens. Bien des années plus tard, elle quitte la Guadeloupe, son île natale, rejoint la métropole et est championne de son sport. Athlète, de renom, médaillée olympique au JO d'Athènes en 2004, elle confirme en 2005-2008 aux championnats du monde de Leipzig et de Pékin. Il y a donc une continuité entre le rêve qu'elle avait formulé étant plus jeune, étant plus petite, à savoir aider les gens, et ce qu'elle a accompli. Elle a aidé les femmes à être représentées au plus haut niveau, à une époque où, sportivement, peut-être socialement également, on avait du mal à percevoir ce que les femmes sont capables de réaliser. Elle a donc contribué à porter la femme. Elle a également aidé la France, d'une certaine manière, puisque elle a apporté des médailles, mais ça nous l'évoquerons ensemble. Au-delà de ça, nous sommes en présence d'une femme qui est résiliente, combative, déterminée. Elle a à cœur de laisser une trace pérenne dans l'histoire, elle a à cœur de transmettre, elle a à cœur de partager, c'est fondamentalement une des valeurs qui l'anime depuis toute petite. Elle croit véritablement en elle, et c'est peut-être une des valeurs les plus profondes, puissantes chez elle. Bien évidemment, un tel parcours riche ne peut se faire sans des moments particuliers, particulièrement difficiles, sans des bugs de parcours, sans des erreurs 404. Nous recevons aujourd'hui notre invitée Sarah Danint, elle est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être présente. Merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est... En plus, première invitée. Première invitée, exactement. C'est super. On est ensemble aujourd'hui. Tu as un parcours riche. Tu t'inscris aussi dans la création de cette émission, qui se veut véritablement plus qu'une interview. On a vraiment envie avec le concept de l'émission, de donner la place à l'invité, d'aller chercher aussi, c'est le concept, ce qu'on ne voit pas, peut-être d'habitude dans les interviews classiques, d'aller dans l'envers du décor, tous ces moments difficiles. En tout cas, une sélection, bien évidemment, on ne peut pas revenir sur tous les moments compliqués, mais on a une sélection qu'on appelle Erreur 404. Normalement, tu connais ta vie, donc ça devrait plutôt bien aller. Donc une petite sélection, on en a 4. Je vais les détailler par la suite et on va s'appuyer dessus pour donner un aperçu sur ce qu'une championne, une athlète, une femme est en capacité d'endurer, de dépasser, ou peut-être pas, parce que c'est ça aussi être humain. C'est vivre avec ce à quoi on est confronté. Ça marche. Avant de débuter, le concept d'émission, c'est Erreur 404. Donc je le rappelle, un moment compliqué, difficile, d'un instant T, d'un parcours d'une vie. Est-ce qu'il est possible pour toi, s'il te plaît Sarah, de nous donner ta vision, ton approche d'une Erreur 404 ? Alors, moi, pour le coup, là, je bosse dans la tech, en plus dans la data. Et je pense que j'aurais tendance à parler déjà d'un point de vue tech, qu'une erreur 404, c'est qu'un élément, généralement, c'est plutôt une page web, mais qu'on va essayer de rejoindre. Et on se retrouve sur, justement, un élément qui n'est pas trouvé, que ce soit la page ou autre chose. Et l'idée, c'est de soit vous laisser la page telle qu'elle, donc une erreur avec page introuvable, ce qui signifie que votre utilisateur il reste sur place, en fait il est coincé. Soit vous mettez en place des choses pour l'amener sur un autre chemin, une autre richesse, un autre contenu que vous avez,
l'aiguiller sur quelque chose qui vous parle, qui a de l'importance. Alors maintenant, si je traduis ça dans la vie, en fait, c'est un moment de blocage qu'on retrouve à un moment donné. On est confronté à un obstacle, un mur, parfois une montagne, quelque chose d'infranchissable, mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on grandit dans la vie, on se forge ces expériences-là, parce que de toute façon, on va toujours être au moment confronté à des obstacles. Et l'idée, c'est que la première fois, on est confronté à ce truc-là, et puis on se dit, comment je vais faire? Et ce que je vais mettre en place pour soit le contourner, soit pour avancer. Et puis, au bout de la 10e fois, en fait, on aura les 9 expériences précédentes pour déjà savoir, nous, comment on est capable de réagir. Et du coup, mettre tout de suite en place le process pour avancer et continuer, quoi. Un mécanisme de réaction. Ouais. Même parfois, je vais pas aller jusqu'à l'anticipation, mais il y a des moments où on sait où on sent qu'on va se prendre un mur, mais on a quand même besoin d'aller au bout de son expérience, quoi. Donc, ouais, je dirais que le côté technique vraiment 404, enfin dev, quoi, 404, on peut le retranscrire comme ça dans la vraie vie. Ça tombe bien qu'une experte en data, en tech, nous donne sa vision. Et ça fait sens aussi quelque part qu'on débute cette émission avec toi. Mais effectivement, c'était ça l'idée. À travers Erreur 404, on connaît tous la notion informatique, on l'a transposée dans la vie de tous les jours, la vie de tout un chacun. Erreur 404, bug, moment compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Un blocage, on reste bloqué, la page ne se charge pas, donc notre vie n'avance pas, notre vie ne se charge pas, ne s'actualise pas. Et effectivement, le truc justement, c'est de ne pas rester bloqué, quoi. De ne pas rester sur le poids de... Des fois, la charge mentale est super dure qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'avancer. Et parfois, ça prend des jours, des heures, mais des fois, ça prend des années. Et on peut utiliser même des échappatoires pour éviter d'avoir un peu trop la tête ou le nez dedans parce que ça fait mal, mais que de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra à un moment donné gérer parce que si vous ne le gérez pas, c'est quelque chose qui vous reviendra d'une autre forme peut-être. Ouais, on va y revenir, on va l'expliciter. J'aime bien le nom du podcast parce que vraiment c'est vraiment canon pour le coup. Bien pensé. Merci, l'idée c'était que ça parle également à tout un chacun, nous tous, donc merci. On va débuter avec tes erreurs 404. Aïe. On en a listé, enfin quelques-unes de tes erreurs 404. On en a listé 4. Je vais donner les titres. Okay. Je ne vais pas spoiler. La première s'appelle Sarah à rebours. Ok. La deuxième, quitter la Guadeloupe pour une autre France. La troisième, effleurer l'or olympique. Et la quatrième, une petite mort. Wow, ok. Alors la première m'inquiète parce que je ne vois pas trop, mais je suis justement. Là. Je reste. C'est bon. On est parti. Ok. Sarah Rebourg, erreur 404, numéro 1. Okay. Depuis que tu es petite, déjà étant enfant, maman avait une vision très précise de la petite fille qu'elle voulait avoir. Elle voulait une petite fille avec des couettes. Elle voulait une petite fille qui correspond à la norme, si tant est qu'il y en ait une. À sa norme, ouais. À sa norme, exactement. Ouais. L'ancien monde. Voilà, donc des couettes, la danse, jupe, tout l'apanage, tout le panel qui correspondait ou qui semblait correspondre à une petite fille. Toi, déjà, de prime abord, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te parle pas. Une de mes questions liées à cela, c'est comment on fait lorsqu'on sent qu'on a sa propre voie, son propre chemin, mais qu'on nous rappelle qu'il y aurait une voie à suivre, une norme, un modèle. Donc de toujours être ramené à quelque chose qui devrait être la norme. Alors c'est vrai que ma mère avait envie d'une fille et avait vraiment tous ces clichés de l'époque, comme tu viens d'en parler, la couette, etc. etc. Et quand t'as moins de 10 ans, c'est ta mère, tu joues quand même le jeu. Après, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je dis pas que j'étais
je me laissais totalement faire. J'avais pas le choix, mais en tout cas, elle savait que ça me convenait pas et que ça me plaisait pas. Et je pense que quand j'ai la possibilité déjà très jeune de pouvoir m'exprimer et de me faire entendre, parce qu'au final, au bout d'un moment, quand même, je portais pas tous les jours des jupes non plus, et au bout d'un moment, tout ça, en fait, c'est ma mère finit par entendre que ça me convient pas. En fait, je pense que déjà, quand on est très jeune et qu'on a cette possibilité-là, dans le monde, quand on évolue, ado, adulte, on garde un peu ça, quoi. On se dit que y a une norme, il faut entre guillemets la respecter pour arriver à, je sais pas, pour être médaillé olympique, il faut que tu fasses tes choses, pour monter, pour être, je sais pas, présidente de la République, il n'y en a toujours pas, il faut faire telle ou telle chose. Pour diriger une boîte du CAC 40 en tant que femme, il y a des choses, des codes à suivre. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on n'a juste pas le choix de commencer à suivre ces codes, mais aussi de faire autrement. C'est-à-dire d'imposer autre chose petit à petit, d'éduquer même les personnes avec lesquelles on bosse. Par exemple, moi, je suis hyper contente là ces derniers jours. Quand je suis arrivé chez un de mes clients récemment, j'avais un de mes collègues qui a eu un propos sexiste, mais qui pour lui n'était pas tant que ça. Et l'idée, c'était forcément de le reprendre très rapidement parce qu'il faut laisser aucun débordement, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, je suis contente parce que plus d'un an après, en fait, ce mec-là, lui, fait la remarque à un autre gars qui a un propos sexiste. Donc, je pense que oui, il y a des codes. Il y a des codes dans lesquels, je pense que quand on arrive direct dans un sujet, c'est difficile d'arriver en disant, moi, ça me convient pas et je vais faire autrement et de réussir. Je pense que quelque part, on est un petit peu obligé de rentrer dans ces codes-là déjà pour voir comment ça fonctionne, de voir qui est à la tête, de voir qui fait ci, qui fait quoi. Mais à un moment donné, faut aussi imposer un peu de notre personnalité et de notre envie, en fait. Et parfois, et la plupart du temps, effectivement, ça passe par déroger à ces codes-là pour pas forcément imposer qui on est, notre façon de faire, mais en tout cas, être qui on est, ancré et bien dans notre basket. Si on n'est pas bien dans nos baskets et on n'est pas heureux, on peut pas être champion olympique ou médaillé olympique. Moi, j'y crois pas. En tout cas, je pense que pour moi, on a vraiment besoin d'être bien, d'être soi, entièrement soi, en tout cas. Il y a des codes, il y a aussi l'état d'esprit qu'on a, la vision qu'on a, comment on pense qu'on devrait être. Alors, même si toi tu l'acceptes, un certain temps qu'il y a des codes, qu'on doit suivre une certaine voie pour avancer, pour évoluer, mais comment on vit au début, peut-être quand on n'a pas ce recul, parce que toi tu l'as eu peut-être avec le temps, comment on vit l'idée de savoir que je ne peux pas totalement peut-être m'épanouir. Comment on le vit? Parce qu'on est ramené toujours à ces situations où il faut être comme ci, il faut agir comme tel. Il ne faut pas trop aller dans cette direction, mais comment on le vit dans sa chair quand on sait qu'on a notre propre voie et que finalement notre propre voie, c'est la nôtre, c'est la nature humaine qui nous la donne. Donc on ne devrait pas me ramener à un certain attribut ou autre. Comment on le vit de prime abord lorsqu'on n'a pas encore le recul? Alors, en plus, moi, je crois que j'ai un cumul qui est plutôt parfait. Alors, je suis une jeune femme, donc dans le sport, dans la société, dans la tech, pas toujours simple au quotidien, honnêtement. Peut représenter. Je suis noire, pareil, société, tech, femme, sport. Je suis homo. Je me suis donné les moyens d'avoir le max de cumul, tu vois, dans une société qui parfois est souvent dans du négatif, quoi, ou dans du je te bloque et trucs comme ça. Je pense que, donc, moi en tout cas, quand je suis arrivé en équipe de France ou quand je suis rentré dans la tech, il y a des moments où ça a été hyper violent, hyper dur. Et comment on le vit? Moi, c'est des phases que j'ai assez mal vécues, honnêtement. Surtout que on est en équipe de France. Je suis arrivé à l'internat à 18 ans, mais je suis rentré vraiment en équipe de France vers 15-16 ans. Donc très jeune, une période où vous construisez votre personnalité, votre identité, vous vous posez plein de questions, vous avez besoin d'aide, de personnes de soutien et de confiance, personnes qui vous entourent, votre entraîneur national, vos parents, etc.
Et en fait, quand vous êtes soit rabaissé, soit mis de côté, soit questionné ou pas écouté, c'est très dérangeant, surtout à cette période-là, parce que vous perdez en estime de soi, et l'estime de soi, donc du coup, forcément, en confiance aussi en soi, quoi. On cherche à se construire. Et en même temps, on est parfois un peu détruit. En parallèle, quoi. C'est là où j'allais en venir. C'est absurde, et c'est hyper dur. C'est vraiment violent. Du coup, je veux pas spoiler parce qu'effectivement on allait l'aborder, mais justement je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Lorsqu'on cherche à se construire, qu'on est entravé dans notre construction ou détruit, comment on fait? Est-ce que finalement on se dit que notre entourage ou ceux qui nous parlent, on les écoute pas, on prend sa propre voix? Est-ce qu'on l'intègre également dans notre construction, donc ça vient un petit peu biaiser qui on est? Comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, pour le coup, j'ai fait les deux. J'ai fait le choix sur certains sujets, si je prends l'homosexualité, je viens de la Guadeloupe, à l'époque, dans les années 90, c'était quand même chaud, quoi. Moi, j'ai pas eu d'éducation sur ce sujet, je savais pas ce que c'était. Moi, je me trouvais juste bizarre, en fait, parce que on m'a pas expliqué, je comprenais pas qu'une meuf puisse m'attirer. C'était vraiment dérangeant en soi. Et du coup, je sais plus trop où j'allais, mais l'idée c'était de dire que finalement, j'étais entre guillemets obligé d'accepter, obligé de faire avec les propos qu'on me renvoyait, et peut-être même de me dire peut-être que c'est juste un passage et que finalement c'est peut-être pas moi, mais non, c'était moi et c'était dérangeant en fait. J'ai voulu faire plaisir à ma mère, et en fait non, j'étais homo quoi, tout simplement quoi. Je pouvais pas faire plaisir à ma mère et être avec un mec, ça n'allait pas en fait. Donc j'ai quand même accepté de ne pas être moi pour rentrer dans un moule qui ne me convenait pas. Et en fait, moi, ça me rendait malheureuse. Donc au bout d'un moment, j'ai aussi fait le choix de, même si ma mère c'est la personne que j'aime le plus au monde, et vraiment, au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, je suis ta fille, je suis pas malade, je fais de mal à personne. Je t'aime plus que tout au monde, mais tu me prends tel quel, quoi. Ou sinon, tant pis. Et d'ailleurs, du coup, ça a été important pour moi d'éduquer ma mère aussi à ça, parce que ça veut pas dire que je vais pas avoir d'enfant, ça veut pas dire que je vais pas être heureuse, ça veut pas dire que je vais être malade, ça veut pas dire que ci, que ça. Et parce que je crois en l'éducation dans les deux sens. Et le deuxième point, c'est aussi, donc là, j'avais accepté pour quelque chose de bien précis. Mais après, pour les JO, mais je suis sûr qu'on va en parler plus tard, à 16 ans, moi, quand j'ai fait le choix, j'ai décidé que je serais médaillée olympique et que personne ne me croyait, surtout des personnes en qui j'avais confiance, en l'occurrence ma prof de sport. On va y revenir, ouais. En fait, moi, par contre, là, le choix que j'ai fait, c'est de mettre les propos de ces personnes sur le côté, quoi. De mettre de côté leurs projections, en fait, finalement, pour que moi, je puisse me réaliser. Donc, je leur disais le minimum, mais en attendant, moi, je charbonnais derrière, à côté, je faisais mes affaires, en fait. C'était pour moi le seul moyen de ne pas être blessé ou freiné, même dans mon projet, par cette personne encore de confiance. Donc, j'ai fait les deux. Cette situation compliquée avec maman à la maison, lorsqu'elle découvre, lorsqu'elle apprend ton orientation sexuelle, ton homosexualité, pas simple. Pas simple parce que t'es jeune encore. Ouais. Tes frères, pareil, ne comprennent pas, ou en tout cas c'est compliqué. Elle essaye de les rallier à sa cause. Exactement. Elle essaye de faire en sorte Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, avec ses moyens d'époque, avec sa compréhension. Elle essaye de te ramener dans le droit chemin, de faire en sorte qu'il te ramène au bon endroit, mais il n'y a pas de bon endroit finalement, c'était toi. Comment on vit quand on a l'impression que nos plus proches se liguent ou ne nous comprennent pas ou ils devraient? Et je sens que ça, forcément, ça t'émeut, mais un peu, ouais. L'idée, j'imagine, mais l'idée, c'est de comprendre, oui, ce que tu as vécu et malgré tout, comment on peut, c'est pas simple, mais essayer de s'affranchir le temps d'un instant pour qu'on continue à se construire sur des choses qui nous sont chères. Ça a été dur parce que
parce que moi, la famille, c'est vraiment le truc le plus important. Je pense que je pourrais, et quand je dis famille, c'est aussi mes amis que je choisis en fait, ceux qui font vraiment partie de ma famille. Et pour moi, ces personnes, je ferais tout, je donnerais tout pour qu'elles soient en sécurité, qu'elles soient bien dans leur vie en fait. Et du coup, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal Les propos de ma mère ont été hyper durs. Parce que ma mère, elle est très dure. Elle est, voilà, il n'y a qu'une seule place quand tu pars en compétition. Il n'y a pas de... Donc déjà, là, tu sais que il faut charbonner, il faut travailler. Et mes frères, pareil, on est hyper proches. Mon plus grand frère, lui, s'en foutait réellement. Donc, c'était pas son problème. On a 9 ans d'écart. Ton jumeau. Ouais, c'est exactement. Grégory, mon plus grand. Mon deuxième frère, Harry, on a 8 ans d'écart. Il est plus âgé que moi. Lui, il est venu me voir, il s'inquiétait parce que ma mère l'a inquiété en fait. Et du coup, lui, il pensait que j'étais sous l'influence de quelqu'un ou quelque chose, ce qui n'était pas totalement faux à une certaine période, mais c'était pas ça en tout cas qui avait fait que je devienne ou que je sois en couple avec une nana quoi. Et du coup, lui, il est venu me voir à l'internat à Bordeaux, il s'est beaucoup inquiété, il a regardé mon environnement, etc., etc. Mais toujours avec les propos de ma mère, sans forcément me questionner moi à ce moment-là. Donc il regardait comment ça allait dans ma vie, etc. Et le pire, c'est que il a eu une discussion avec mon entraîneur national de l'époque, notre Didier Deschamps, quoi, de l'escrime en tout cas à ce moment-là. Et j'ai su des années après que mon entraîneur, que je sentais des fois pas hyper cool, en fait, avait eu des propos homophobes, en fait. Concrètement. Okay. Et ça, c'était horrible. Mais je l'ai su bien après. Bref, et mon troisième frère, Olivier, qui avait eu le même son de cloche que ma mère, mais lui est plus hyper direct. Il m'a appelé, il me dit « ça va ?» J'ai dit « ouais ». Il me dit « j'ai eu maman, elle est très inquiète, ça va ?» J'ai dit « ouais ». Et en fait, il me dit « ouais, maman m'a dit ci, m'a dit ça. Et comment tu te sens dans ta vie ?» J'ai dit « ben, bien. Je suis comme ça, je suis heureuse. » Il me dit « ok, bon bah salut, je t'embrasse, bisous. » Et en fait, j'ai chialé, je revois le moment encore, je suis sur le périph', parce que ça n'avait rien changé. Et en fait, il me confirmait qu'il continuait de m'aimer et que ça irait en fait. Donc oui, c'est hyper dur, c'est hyper violent. Et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui que je vais dans des collèges, dans des lycées. Et d'ailleurs, je vais dans un collège dans pas longtemps, à midi, où quand je parle de confiance aux jeunes, en fait, la confiance passe par l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est pouvoir affronter des personnes autour de soi en disant je suis une femme, je suis noire, je suis telle, je sais pas en fait, je suis. Et surtout, je suis bien en fait dans mes baskets. Parfois, notre environnement est hyper dur ou parfois très violent et on n'a pas la possibilité de s'affranchir de ça, de dire qui je suis et comment je m'assume en fait. Et dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de suivre ou de se taire un peu. Mais par contre, intérieurement, il faut toujours savoir qui on est sans se perdre en fait. Se taire, ça veut dire que ça boue quand même. Ça boue, mais des fois, les environnements sont hyper violents, quoi. Et tu arrives à réprimer... Moi, ma mère, quand elle l'a su, elle m'a dit, écoute, on a eu cette discussion, et puis elle m'a dit, sors, quoi. Quitte la maison. Ça a été hyper violent. Ça a été hyper violent. Mais après, voilà, je lui ai dit, ça va prendre à laisser, je t'aime. Mais... Et puis petit à petit, je l'éduquais, on en parlait, je lui expliquais, machin, et puis voilà, maintenant avec ma copine, on va chez ma mère en Guadeloupe en vacances, et c'est top, tu vois. Mais il y a des environnements, il n'y a pas eu de violence physique. Elle m'a mise dans l'heure, elle m'a dit, tu vas chez ta tante, mais tu sors de là, quoi. Ce qui est déjà une violence verbale qui est hyper forte, mais il y a des endroits où tu te fais tabasser, ou pire, et je pense qu'à ce moment-là, en fait, tu n'annules... T'as pas le choix, en fait, pour ta vie ou ta survie, quoi. Je pense qu'à ce moment-là... Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans d'autres domaines. Donc, je sais qu'à un moment donné, quand tu dois rester en vie, concrètement, des fois, tu te tais, quoi. L'escrime, c'est un sport plutôt bourgeois. C'est un sport qui t'a vu évoluer, réussir. Étant plus jeune, donc t'as 4-5 ans, par un hasard, tu te retrouves finalement à suivre ton grand frère qui devient prof d'escrime.
parce que c'était le seul sport qui restait pendant la période des inscriptions, parce que tes parents venaient de rejoindre la Guadeloupe à la suite d'un séjour en Europe et ils sont arrivés un petit peu tardivement lors de la rentrée. Donc toi, tu suis la danse sous l'impulsion de ta maman, c'était pas quelque chose que tu avais choisi, je tiens à le rappeler. Non. Tu suis la danse et un jour, ta prof de danse est absente et tu assistes à un cours d'escrime avec ton frère. C'est le début d'une grande aventure, d'une belle histoire, mais c'est un sport bourgeois. Ma question était la suivante, est-ce que on sent quand même au départ, peut-être, des regards, des postures, alors peut-être pas de la part des enfants, mais peut-être des accompagnateurs, des parents, on sent une atmosphère, ou alors c'est la jeunesse et avec la fougue, on fait abstraction de tout ça. Alors c'est vrai que j'ai commencé l'escrime très tôt, vers l'âge de 4-5 ans en Guadeloupe, et sur un gros malentendu, puisqu'effectivement ma prof de danse a été malade et mon frère m'a amené en cachette tous les mercredis après-midi à l'escrime, bien sûr jusqu'à ce que ma mère la prenne. Ça s'est beaucoup moins bien passé, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis c'est vrai qu'à cet âge-là, on se pose pas trop ce genre de questions, on vit. Puis moi j'étais une gamine un peu réservée, mais j'adorais jouer. J'étais hyper curieuse, je m'intéressais à pas mal de choses, et puis ouais, je jouais beaucoup, etc. Par contre, ado, la période d'ado aussi, avec les escrimeurs et escrimeuses, il n'y avait pas de problème, ni les parents, je pense. C'est vraiment en arrivant en équipe de France, où j'ai commencé à faire des Coupes du Monde, où là, on avait parfois l'impression, où on ressentait quand même une espèce de forme de racisme, mais qui n'était pas vraiment totalement avouée, que ce soit dans l'équipe de France, qui était un petit peu plus rare quand même, puisque les gens se cachaient quand même un peu plus, mais surtout les étrangers. Mais on le voit d'ailleurs pour certains, parce que c'est quand même des pays qui sont aussi guidés pour certains par l'extrême droite. Les Autrichiennes, les Hongroises, c'était plus affiché. Les Allemands. Il y a quand même eu un Allemand, enfin moi je ne l'ai pas totalement directement vécu avec lui, mais qui avait lancé une peau de banane à un pote. Bon bref, c'est quand même assez horrible. Donc ouais, moi c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à le sentir. Et puis ensuite, j'étais dans un club, j'étais licencié dans un club à Paris, un grand club, je vais donner son nom, peu importe, qui s'appelle le Racing Club de France. Alors comme ils disent, le Racing Club de France, enfin Racing Club de France quoi. Faut arrêter de se la péter pour rien. Et en fait, c'est un club avec justement toute la culture du sport, quoi. Donc effectivement, l'escrime c'était un sport bourgeois avant. Ensuite, c'était aussi un sport qui permettait aussi de régler des comptes quand un homme n'avait pas été correct avec la femme d'un autre. Ça se réglait. Le duel. Voilà. Mais du coup, c'est aussi une bourgeoisie, une classe, etc. Puis en plus, c'est une tenue blanche. Et c'est vrai que le Racing, il y avait aussi, ça a été l'élite pendant longtemps. Et c'était cette classe sociale qui était dans ce club-là. Donc du coup, je côtoyais effectivement des CEO de grosses boîtes, des personnes totalement différentes. En plus, moi, je venais d'arriver à Paris, j'avais pas un rond, quoi, mais j'étais une des plus fortes en termes escrime. Et là, aux entraînements, oui, je sentais que les gens se demandaient ce que je faisais là, quoi. Juste à leur façon de parler, de me regarder. Et ça me mettait en colère intérieurement. Et avec le temps, maintenant, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc, ouais, il y a eu une période entre les entraînements au Racing, les Coupes du Monde à l'étranger. Et puis, plus ça avançait, en fait, on se rendait compte aussi parfois qu'il y avait des entraîneurs, même en France, je parle pas d'entraîneurs nationaux, mais de clubs français, qui pouvaient tenir des propos racistes. Et en fait, moi, ça m'a... Peut-être que j'étais naïve à cette période-là, sûrement, parce qu'en fait, pour moi, le sport, c'est tellement beau. Et quand on parle d'olympisme, on est censé parler de respect, de découverte de l'autre, des valeurs plein de choses positives. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, en fait... que ça soit un entraîneur, que ça soit un journaliste, que ça soit un président d'une grosse boîte, que ça soit... En fait, un raciste n'est pas juste un politique, par exemple, qui aurait signé au FN, par exemple. Hein. Je ne dis pas forcément que les personnes du FN sont racistes. Mais ça peut être un entraîneur, en fait. Et la première fois que j'ai vu un coach qui nous a tenu avec une de mes copines un propos
hyper raciste. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, ça peut être possible. On peut les retrouver partout, en fait. Et ça, encore une fois, c'est peut-être de la naïveté, mais il m'a fallu beaucoup d'années, en fait, pour me rendre compte que parfois les gens pouvaient, dans le sport, dans la tech ou ailleurs, en fait, avoir des comportements, des postures, des propos de merde qu'ils ne verbalisaient pas forcément, mais parce que en fait ils avaient une position dans la société et une façon de penser qui n'était pas censée être la bonne, quoi. Comment on réagit lorsqu'on n'est jamais confronté? Parce que toi tu viens de Guadeloupe, j'imagine que tu n'as pas vécu de racisme. Non. C'est quand tu arrives en métropole, je voulais l'aborder par la suite, mais je vais y entrer, c'est quand tu arrives en métropole que tu commences à subir ces petites réflexions, ces grandes discriminations. Comment on réagit la première fois quand on est ramené tout simplement à sa couleur de peau, quand on est ramené à des choses qui nous sont intimes et qui ne devraient pas avoir leur place et qui ne devraient pas exister tout simplement? Je le dis souvent, c'est vraiment en arrivant en équipe de France que je me suis rendu compte que je suis noire. C'est quand même fou parce que ma couleur de peau, elle est marron, elle a toujours été, et elle est belle d'ailleurs. C'est vraiment en arrivant là en équipe de France, tu te dis, ouais, il y a un truc qui dérange. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, je cherchais ce qui dérangeait, en quoi. Je comprenais pas parfois pourquoi des gens avaient un comportement ou une posture plutôt négative, et j'essayais de comprendre en fait ce qui n'allait pas. Et en fait, après, tu te rends compte que... Quel type de questions on se pose? C'est-à-dire comprendre que... pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il est bizarre? Pourquoi il est toujours ferme avec moi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et en fait, je me questionnais toujours par rapport à moi, et presque à me demander ce que j'avais fait ou pas fait, ou en quoi je convenais pas, en fait. Tu dérogeais encore une fois à la non, le problème venait pas de moi, en fait. Et jusqu'à ce que tu entendes, ou que tu vois, ou que tu saches, parce qu'on a eu quand même un entraîneur de club qui avait une carte partie, et tu te dis, ouais, en fait, ça vient pas de toi. Donc oui, au début, j'étais confronté à ça par l'équipe de France, et les Coupes du Monde, surtout avec les étrangers, ça a été hyper violent. Mais comment on réagit? Au début, moi, encore une fois, j'ai quitté la Guadeloupe parce qu'à 16 ans, j'avais décidé d'être médaillée olympique. Ouais, donc, je savais tout le sacrifice et l'investissement, l'engagement que mes parents avaient mis pour que ce projet réussisse. Je savais financièrement que ça avait été hyper dur. Je suis par la suite, que ma mère avait fait un prêt. Enfin, tu vois, c'est un sport bourgeois, mais nous, on vient d'un milieu modeste, quoi. Je sais comme ma mère en a trimé, comment mes frères se sont engagés pour que ça fonctionne. Et puis moi, je savais que je voulais réussir. Je voulais réussir ce projet-là. Donc, je pouvais pas me permettre de péter les plombs et de mettre un coup de tête à un... Bien sûr que j'en ai eu envie. Mais ça aurait changé quoi? Moi, j'aurais été refoulé, je serais rentré chez moi et ma carrière j'aurais pas eu de carrière, en fait, concrètement. Comme tu le dis souvent, et c'est une des caractéristiques qui nous a marqués, et peut-être c'est ce qui marque aussi les grands champions. Tu as eu un objectif, un rêve, en tout cas un but. Très clair, ouais. En plus d'être clair, qui était plus grand que ta personne. Exact. Et donc ça t'a toujours drivé, motivé, et parfois ça t'a peut-être aussi aidé à réfréner ce qu'on vient d'évoquer. Un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est à tes 16 ans, la victoire de Laura Flessel, Jeux Olympiques d'Atlanta, 96. C'est à partir de ce moment précis que tu commences à avoir une référence féminine. Ouais. Jusqu'auparavant, c'était Agassi, Pippen, Jordan. Exact. Si je ne me trompe pas. Exact. Et qu'est-ce que ça fait? Donc tu es en pleine construction, 16 ans, l'adolescence. Qu'est-ce que ça a fait de réaliser qu'une femme, victorieuse, noire, qui vient des Antilles, originaire de la même île que toi, qui réussit, à laquelle on peut se rattacher, se voir, se refléter, au-delà de la joie immense que ça procure, de l'espoir. Mais est-ce que ça nous bouleverse? Est-ce que ça t'a bouleversé? Est-ce que ça change drastiquement? Et j'ai une petite idée, parce que c'est à partir de là également que ton rêve s'est formé.
Qu'est-ce que ça fait au-delà de la joie immense et de l'espoir? En fait, ça m'a... C'est vrai que ça m'a procuré beaucoup de joie, mais ça m'a procuré beaucoup de force. Parce que, oui, effectivement, alors Jordan, Scottie Pippen, Iverson ont toujours été... Alors, j'ai toujours été fan de NBA, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais j'ai très souvent eu des référents masculins. Il y a eu Marie-Josée Pérec, où je me suis dit, oh, canon et tout, mais là, Laura, je la connaissais, elle avait quasi changé mes couches, elle vient de la Guadeloupe aussi, milieu modeste, sport bourgeois, le même. Là, je me suis dit, tu vois, vraiment, moi, ça m'a donné une force. Je me suis dit, en fait, Laura, elle a rendu pour moi... En fait, les JO, c'était... Déjà, j'ai regardé tout le temps les JO olympiques. Oui, chaque année. Et j'avais l'impression, donc, tous les 4 ans, que ces personnes étaient inaccessibles. Tu vois, c'était... tu vois, Kobe Bryant, c'est inaccessible, les Jeux. Quand on regarde la télé, enfin, on est des milliards sur Terre, quand même. Des milliers à avoir fait les Jeux. Et quelques milliers à être médaillés. Tu te dis... tu vois, c'est quand même très peu de personnes sur Terre, quoi. Et de la voir, elle, venir d'un milieu modeste comme le mien, cartonner dans ce sport que je pratique, qui est bourgeois, en fait, c'est comme si elle m'avait donné l'autorisation, moi aussi, de faire mon truc, quoi. C'était une vraie force parce qu'elle a vraiment rendu cet inaccessible accessible. C'était plus juste un rêve, le soir, j'allais me coucher après avoir vu une journée de JO plein les yeux en me disant « Waouh, ils sont forts, ils sont fortes ». Elles sont fortes. En fait, là, ce jour-là, je me suis dit, ouais, moi aussi, je peux le faire, en fait. Parce qu'une personne lambda, Laura, elle aussi, elle est devenue une personne qui, elle aussi, fait partie de ce club qui, pour moi, était inatteignable. Donc, si elle l'a fait, malgré toutes les contraintes qu'elle a vécues, moi, je peux le faire aussi, en fait. Et c'est ça la force de la représentation. Et c'est aussi pour ça que, je ne vais pas parler de colère, mais je suis déçu que les médias ne jouent pas leur rôle social pleinement. Tu vois, ça fait que quelques années, il me semble qu'il y avait eu un projet de loi, je ne sais pas si ça avait été validé, mais qui est plus de représentation et représentativité de certaines personnes à la télé. Si on regarde les journaux télévisés ou des émissions, il y a énormément de blancs hommes-femmes. Il y a très peu parfois dans des films, à une période, les Noirs jouaient un rôle bien précis, on savait déjà à quel moment, au début du film, à quel moment ils allaient mourir. Enfin, ça va, quoi. Et c'est ça la force du truc. De dire que, finalement, elle, je l'ai vue à la télé, hormis le fait que je la connaisse, elle, je l'ai vue à la télé, et en fait, moi, je peux faire pareil. Et ça, c'est ça la force de ce truc-là. Et si les médias jouaient totalement leur jeu en mettant des personnes qui représentent la société, des grands, des petits, des gros, des pas gros, des personnes albinos, des personnes handicapées, visibles, pas visibles. Putain, ça changerait tellement de choses. Ça pourrait dire à une gamine, tu vois, elle est présidente d'une boîte du CAC 40. Ouais, c'est canon, moi aussi je peux me donner les moyens et grandir. Parce qu'en fait, ça donne une accessibilité à quelque chose. Tandis que si on voit à la télé toujours les mêmes profils, toujours les mêmes... En fait, on n'est pas représenté. Donc on se dit pas qu'on peut faire quelque chose. On n'a pas envie de se lancer dans un projet aussi grand. Et les jeux, c'est grand. Et Laura, elle a vraiment rendu ce rêve accessible. On passe à la deuxième erreur 404. Okay. Quitter la Guadeloupe pour une autre France. Ouais. Donc tu quittes ton île, tu rejoins la France métropolitaine. Pour Bordeaux, l'internat, le sport-études, pour 2 ans, donc 98-2000 à peu près. Si mes informations sont correctes, comment se passe tout simplement la séparation déjà avec ta famille? Alors, en fait, j'avais l'habitude de partir en Coupe du Monde un peu partout dans le monde. Mais là, le fait de partir vraiment pour vivre... j'allais dire à l'étranger, mais presque, en métropole, c'était horrible. C'était vraiment encore ce moment, tu vois, quand j'en parle, j'arrive à le voir très facilement. Je vois ma mère, ma tante, dont on a parlé tout à l'heure, mon cousin, on est tous les 4 en train de chialer et tout. Vraiment, c'est... T'avais jamais vécu de séparation? Ouais, non, c'était la première, et c'était hyper dur. Tu vois, autant je me suis imaginé plus tard...
dans mon projet, comment allait être l'internat, comment me préparer physiquement pour ma médaille, à mon projet de médaille olympique. Mais à aucun moment j'ai pensé à ce passage-là, tu vois, à l'aéroport, quand on va se dire au revoir. C'est marrant. Et c'était hyper douloureux. Ça a été hyper douloureux parce que, en plus, à l'internat, ben, tous les week-ends, les autres, ils rentrent. Exactement. Ils me font rentrer chez elles, quoi. Toi, 8000 km. Ouais, 8000 km, non, je rentrais pas, ça c'est clair. Et puis mon premier Noël a été horrible. Mon premier Noël, je l'ai passé quasi toute seule à l'internat. Ils ont dépêché une équipe pour la bouffe et tout ça. Enfin, c'était horrible. Puis même d'un point de vue de l'environnement. Ouais. Pas tout à fait la même chose, la température, la saisonnalité. Ouais, la température encore ça va, mais en fait Bordeaux, les gens pensent que comme c'est le sud ça va, mais en fait il pleut tout le temps. Moi je venais de la Guadeloupe, c'était soleil, il faisait beau et tout. À Bordeaux il pleuvait tout le temps, et puis quand tu te lèves le matin, ça c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à digérer, c'est que le matin, des fois que tu pars en cours, il fait nuit, et quand tu rentres, il fait nuit. C'est sûr que quand tu es en Guadeloupe, tropique du cancer, il fait jour tout le temps, tu vois, donc, ça surprend. Ouais, psychologiquement, c'était un peu violent. Mais voilà, il m'a fallu un peu de temps, mais dans les moments de mou, encore une fois, je m'en accrochais à ce projet qui était plus grand que moi. Ouais. Tu arrives à Bordeaux et très rapidement, tu sens qu'il y a une différence d'état d'esprit. Ouais. Quand tu étais sur ton île en Guadeloupe, toi, ce que tu connaissais, c'était la cohésion, réussir ensemble, se dépasser. Exact. Et les coups bas, tu les as connus ouais. À Bordeaux, plutôt en métropole. Les situations où chacun pour soi, plus individualiste, bien que tu étais en internat, donc équipe de France, si je ne me trompe pas. Donc finalement, c'est la France qui vous réunit, c'est un projet d'une vie, c'est grand, donc ça doit être davantage... le groupe qui doit primer, mais tu as commencé à avoir des comportements que tu ne connaissais pas. Qu'est-ce que ça fait quand on les découvre pour la première fois? C'est vrai qu'en Guadeloupe, en Guadeloupe, on n'était pas nombreux non plus, et en plus c'est une petite île. Donc on avait vraiment et puis c'est culturel en Guadeloupe, les gens, même s'ils se connaissent pas, ils se parlent. Ils font des choses ensemble, ils essayent des trucs, ils voient une situation délicate, ils se connaissent pas, ils vont ensemble essayer de régler le problème, tu vois. Donc il y a déjà culturellement ce truc de on vit ensemble, on vit pas chacun sur une île, tu vois. Et du coup à l'entraînement c'était pareil, on se challengeait beaucoup, on réussissait ensemble, on avait la défaite ensemble et c'était pas juste une parole, c'était vraiment quelque chose qu'on vivait, même parfois quand c'était pas nous qui étions en compétition, c'était le groupe quoi qui gagnait ou perdait. Et c'est vrai qu'en équipe de France, ça m'a hyper choqué de me dire que finalement c'était un peu individualiste parce que chacun voulait réussir son truc et puis je pense que c'est aussi une responsabilité d'un entraîneur avec du recul de ne pas démarquer les plus fortes des moins fortes, de mettre des leaders comme ça. Bien sûr qu'il y en a sur lesquels tu vas t'appuyer, mais en fait il y a des comportements qui peuvent amener une espèce de division en fait au sein du groupe. Il y a ça. Et puis, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, en Guadeloupe, on s'entraînait plus fort qu'en équipe de France, quoi. Parce que là-bas, je pense que déjà, on nous voyait toujours comme les putain, ils sont encore là, eux et elles. Et du coup, je pense que nous, ça nous donnait aussi la force pour travailler plus fort, je pense. Et puis surtout, quand on savait qu'on quittait la Guadeloupe pour la métropole, pour l'escrime, on savait qu'on partait pour quelque chose de fort, quoi. Donc il y avait des attentes. Ouais, il y avait des attentes. Et puis c'est aussi des attentes pour nous, mais aussi pour le groupe, je pense, pour ceux qui sont restés là-bas, tu vois. Ouais. Il y avait presque une responsabilité quelque part. Et du coup, quand tu arrives en équipe de France et que tu te rends compte que toi, tu as envie d'être médaille olympique, mais qu'en fait, que d'autres, en fait, elles sont contentes juste d'être en équipe de France. Moi, j'en avais rien à faire, en fait, d'être en équipe de France. Ça m'apporte quoi? Juste porter un survêt bleu, blanc, rouge? Ouais, il est beau le survêt, mais concrètement, c'est rien, tu vois, au final. Et ouais, ça, c'était... ça n'a pas été simple, en fait, tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, moi, j'ai essayé de rentrer dans ce moule-là, à un moment donné. Mais parce que j'arrivais de l'extérieur, que j'étais la dernière arrivée, que je savais pas trop comment fonctionnait encore le groupe au quotidien, parce que les filles, on se voyait en Coupe du Monde et tout. Et voilà, ça me convenait pas. Donc moi, j'ai fait autrement, tout simplement. On va y rentrer, l'aborder. Le décalage, finalement, entre l'état d'esprit sportif, toi qui voulais toujours aller plus loin, et ça t'a poussé à prendre des décisions
forte par la suite, mais on se sent marginalisé quand on est en décalage, même sportivement. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as des objectifs qui sont bien plus grands à ce moment-là que ce que tu côtoies. On se sent en décalage. Comment tu fais au quotidien? Le décalage, c'est dur. Moi, cette période-là, ce que je faisais, c'est que je faisais les entraînements comme tout le monde. Les entraînements individuels, les entraînements collectifs. Par contre, je faisais aussi mes entraînements après. Donc des fois, je restais un peu plus tard. Je bossais 1 heure ou 2 en plus. Je travaillais des choses. Donc en fait, j'avais toujours cette image, entre guillemets, du groupe, enfin d'être avec le groupe. Mais je faisais aussi mes trucs à côté. Parce que moi, ce que je vivais dans le groupe ne me suffisait pas par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Et en même temps, je savais que j'avais une personnalité qui dérangeait parce que je disais quand même un peu ce que je pensais, pas tout le temps, mais quand même, parce que je rentrais pas dans un moule de... Enfin, il y a des choses qui me convenaient pas, et puis même au niveau des valeurs, tu vois. Donc c'est vrai que parfois j'avais été... Enfin, ma première année était dure, parce que ma deuxième année encore, il y avait deux jeunes qui sont arrivés, une métisse, une noire, mais c'est pas une question de peau, c'est... on a eu des atomes crochus direct, ça a hyper bien matché tout de suite. Mais la première année, j'étais toute seule, c'était l'enfer. Donc les meufs me mettaient un peu de côté, et en même temps, c'est pas grave, parce que moi, ça m'a aussi permis de rester concentré sur ce que j'avais à faire, quoi. Donc, tu prends une décision radicale parce que toi, tu es convaincu, toujours convaincu que tu seras championne, et tu estimes que ça passe par un entraînement qui est plus dur, plus régulier, et tu as une vision très précise. Tu essaies d'en discuter avec ton entraîneur, ça ne passe pas, et tu décides d'arrêter l'aventure. Tu décides de sortir du groupe. Et la Fédé ne te suit pas. Pas du tout, non. Est-ce qu'on se sent peut-être trahi par ceux à qui t'as donné, ceux envers qui tu t'es investi, et qui ne trouvent pas de solution ou qui ne veulent pas t'accompagner, alors que finalement, toi, c'est toute ta vie. Et tu as une démarche qui est plutôt louable. C'est-à-dire, tu veux t'impliquer davantage. Ouais. C'est même pas seulement une question de trahison, mais c'est vrai que ça a été dur, ça. En fait, ce qui était j'étais hyper surprise de... Donc j'avais 20 ans, je mets un peu de contexte, j'avais 20 ans, j'étais en équipe de France. Moi, j'avais quitté la Guadeloupe encore une fois pour être médaillé olympique. On faisait 2e, 3e au championnat du monde, mais on gagnait jamais. Donc ça signifiait qu'il manquait quand même quelque chose pour gagner déjà les championnats du monde. Et mon entraîneur a pris assez mal le fait que je lui parle de ça, et en gros, je suis qui pour donner mon avis là-dessus, quoi. Et ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est qu'il ma Fédé, en fait, m'a menacé, quoi, concrètement. Soit tu restes au sein du groupe, et on te soutient. D'ailleurs, il y a les Jeux de Sydney en 2000, tu pourras être dans l'équipe en tant que remplaçant, enfin, des trucs, etc. Soit tu prends la porte, en fait, et dans ce cas-là, effectivement, on te soutient pas. Donc moi, je fais quand même le choix de partir, puisque si juste sur cette discussion, il n'a pas que ce soit le DTN de l'époque ou l'entraîneur national de l'époque n'ont pas le courage de se remettre en question, ça veut dire qu'ils seront pas en mesure de m'accompagner vers une médaille olympique. J'aurais pu effectivement saisir l'opportunité de partir aux Jeux de 2000, mais finalement, est-ce que j'aurais vraiment été médaillé olympique en 2004? Je le saurais jamais, certes, mais je suis pas vraiment convaincu. Donc, j'ai fait le choix de partir, effectivement. Ça a été hyper dur, et cette menace a été terrible, parce que c'est la première fois que je me rendais compte qu'une institution, alors en laquelle j'avais confiance, bien entendu, mais était capable de menacer ses propres athlètes pour garder une espèce de pouvoir et de dire, bah en fait c'est moi qui ai raison, quoi. Je trouve ça dingue. Avec du recul aujourd'hui, je trouve ça hyper grave même. Et en plus de ça, derrière, en fait, après cette menace, le fait que je leur dise, je vais partir, ils ont effectivement, le truc c'est que le DTN m'avait dit à l'époque, si tu restes pas, on fera en sorte que l'escrime devienne l'escrime loisir pour toi.
En gros, que je serais jamais sélectionné en équipe de France et que du coup, j'atteindrais jamais mon objectif de médaille olympique. Et effectivement, ils se sont bien donné les moyens que ça fonctionne pas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont eu des comportements vraiment pas top pour des personnes de confiance. Mais je me suis accroché à mon truc. Et c'est louable, c'est tout à ton honneur. Il y a un point qui est récurrent dans ton parcours, c'est le manque de confiance que tu as subi de la part des autres. Ta maman et tes frères, peut-être, n'ont pas eu confiance en toi, peut-être parce qu'ils ne comprenaient pas au départ ton orientation, là je parle de façon précise. Ta prof de danse, lorsque tu lui expliques... La prof de sport, oui. De sport, pardon. Que je serai médaille olympique. Que tu seras médaille olympique. En équipe de France, lorsque tu expliques que ton choix, c'est d'aller plus loin. Que je suis obligé de partir parce que c'est en question. Une problématique assez récurrente. T'as du mal à... Enfin, pas t'as du mal, on ne te redonne pas la confiance peut-être qui t'est due. Comment on vit à chaque fois, ou régulièrement, quand... à chaque fois, ce sont des proches, ou plutôt des personnes en qui on a l'habitude de se livrer, ou avec lesquelles on partage des choses. Comment on vit à des étapes particulières de notre vie, à chaque fois des événements qui se répètent de cette nature-là? Là, ce que tu me dis, ça me questionne parce que ça veut aussi peut-être dire que j'ai peut-être une posture, un comportement ou un propos qui fait que je ne mets pas en confiance. Tu vois, je peux aussi me poser la question là-dessus. Donc là, merci, parce que du coup, je vais y réfléchir. Ensuite, comment on fait Moi, je fais le choix de mettre de côté, ses propos, puis même ses personnes, en donnant vraiment le minimum de retour. Voilà, je m'entraîne et tout machin. Mais je parle plus de mon projet fort à ces personnes-là. Pour te préserver. Pour me préserver, ne pas être abîmé, et puis surtout chérir mon projet. Et puis j'ai appris avec le temps qu'il est important aussi de s'entourer de personnes, soit qui ont le même projet que toi, soit qui ont un projet parallèle. Par exemple, moi, c'était médaille olympique, l'autre, ça peut être une grosse boîte, gérer une grosse boîte, ou je sais pas. Et en fait, le fait que les cerveaux soient dans la même, pas problématique, mais déjà sur un esprit plutôt positif, fera déjà que toi, tu as envie de te surpasser, quoi. Donc finalement je me créais à nouveau un réseau plutôt positif autour de moi pour pouvoir réussir, tout en mettant ces personnes de confiance un peu de côté. Par contre, c'est dommage parce que je partage pas entièrement l'aventure avec eux, mais voilà, c'est un choix pour que ça fonctionne. Tu te retrouves dans ces situations compliquées à la suite finalement de ton départ, où tu te retrouves sans rien, tu te retrouves sans fonds, tu te retrouves sans logement, parce que effectivement la Fédé permettait pas mal de choses pour s'en sortir, logement, une petite bourse, je crois, un accompagnement, et là du jour au lendemain, tu te retrouves à devoir dépendre peut-être de ma mère. Voilà, de ta mère. Tu étais, je sais pas, je crois chez ton frère, tu montes sur Paris. Au début, Au début, c'est une situation qui est nouvelle à ce moment-là, et hyper compliqué. Hyper compliqué. Je crois même que tu te retrouves parfois à dormir sans manger. Ouais. Dormir tôt pour anticiper. Exactement. Mais le cerveau, on ne trompe pas 15 fois. C'est vrai que quand j'étais en équipe de France, alors j'avais pas de bourse, en fait, j'étais logé et nourri par la fédération. Parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de toute façon avec ma mère de pouvoir suivre en parallèle. Quand je quitte Bordeaux, il fallait que je me débrouille concrètement du jour au lendemain. Ce qui n'était pas vraiment prévu dans mes plans, mais c'était le choix de la Fédé, en tout cas comme ça, à cette période-là. Et c'est vrai qu'à certaines périodes... Donc j'ai d'abord été avec mon frère, en colocation, et puis ensuite j'ai eu mon appartement un peu plus près à Boulogne, pas très loin parce que je m'entraînais au Racing à l'époque. Et du coup... il y a une période, où j'allais me coucher assez tôt parce que j'avais pas de quoi manger. Sauf que le cerveau, on ne trompe pas indéfiniment. Donc, à un moment donné, c'était une période hyper dure. Quand on vit ce genre de choses, pardon, je rebondis parce que pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est fort. Ouais, c'est hard. C'est hard. Est-ce qu'à un moment, on se dit quand même que vivre ce genre de choses radicales, instinct de survie,
est-ce qu'on se dit que peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle? Est-ce qu'on est à notre... Ah, par contre, moi j'ai eu honte à cette période-là. Okay. J'ai eu honte parce que j'avais quitté la Guadeloupe pour cet objectif olympique et que finalement, toutes ces personnes qui avaient cru en moi et qui s'étaient investies, bah, je me retrouve à même pas être capable de manger, quoi. Donc moi, j'avais honte parce qu'ils s'étaient aussi investis là-dedans. L'impression mais de par contre, décevoir. Ouais, de les décevoir totalement. Mais de me décevoir aussi, en fait. Toi-même. Et, mais par contre, je me suis jamais demandé est-ce que le jeu vaut la chandelle. Ça, En fait, cet objectif, il a toujours été plus grand que moi. Donc, je l'ai jamais remis en question. Il y a bien eu des moments où ça allait pas, il y a bien eu des moments où j'ai pas gagné de compète, ou ce que tu veux. Et ces échecs ou ces erreurs 404, il fallait bien trouver une solution ou faire quelque chose. Mais j'ai jamais eu de doute sur mon objectif, en tout cas. Malgré tout, tu arrives à te remettre en selle, tu prends un job, tu arrives à te remettre dans le circuit, tu reprends à zéro, malgré tout, tes compétitions. J'ai pas le choix, ouais. À nouveau, tu sais que tu as une base, tu sais de quoi tu es capable, mais tu repars de scratch, de rien, de vie. Comment on... Il y a un effort important à réaliser. Alors on sait effectivement que tu as un objectif qui te saisit, mais comment on fait également? Les questions se ressemblent, mais tu vis régulièrement au fur et à mesure de ta vie des situations nouvelles en fait, que tu n'as pas vécues. Donc la même question du comment se répète et semble intéressante pour moi. En fait, j'avais pas le choix parce que la Fédé ne me soutenait pas à ce moment-là. Et moi, je me suis mise en process. Voilà. C'était cette période-là que je me suis mise ce process-là, que j'utilise encore dans la tech, dans la vie. En fait, j'avais un objectif, donc je me suis mise à écrire. Voilà, j'ai écrit mon objectif. Voilà, c'est ça, être médaillé olympique. J'ai regardé les 10 premières du classement mondial, la championne du monde, etc. J'ai regardé pour chacune d'entre elles leurs forces, leurs coups forts. J'ai regardé la différence entre elles, où elles sont aujourd'hui, et moi, mon niveau 0, quoi, en fait. Okay. Et du coup, à chaque fois, je regardais la différence, la distance entre leur niveau et mon niveau. Et petit à petit, pour chacune d'entre elles, je regardais comment se réduisait le niveau. Ce qui me manquait, en fait, pour arriver à minima à leur niveau. Et par rapport à cet objectif, par rapport à mon niveau 0 et à mes adversaires, en fait, je me mettais des jalons. Je faisais petit pas par petit pas. Comme la Fédé m'avait fait comprendre qu'il fallait que je travaille plus que les autres, je faisais les compétitions nationales, les championnats de France, les Coupes du Monde, enfin tu vois, chaque étape était importante dans mon objectif final. Mais à chaque défaite, je me demandais aussi qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a fait que ça a échoué, qu'est-ce que j'ai appris en fait de cette défaite-là. Finalement, c'était certes des défaites sur le résultat, mais c'était vraiment des moments d'apprentissage en tout cas, pour arriver à ma victoire, mon objectif final. Quoi. Et on en revient à ta définition du début de l'erreur 404. Pas faux. Donc tu arrives même, je ne sais pas si c'est le recul là qui te fait dire tout ça, mais si à l'instant où tu le vis, tu arrives quand même à te dire ok, ce que je vis c'est compliqué, mais c'est qu'une étape pour quelque chose qui est plus grand, quelque part tu es toujours dans ton credo, c'est-à-dire dans ta ligne directrice. C'est dur hein, quand même, ça ne veut pas dire que toutes les défaites, je les ai prises en me disant ça va le faire, etc. Non, il y a eu des moments où t'es cassé, t'es fracassé, et tu te dis oh, purée, je suis pas sélectionné là, pour cette Coupe du Monde en équipe de France, il me restera plus que 3 pour faire telle chose. Mais en fait, il faut quand même arriver à voir, malgré tout, dans ces moments-là, même si c'est dur, à prendre un peu de hauteur et de se dire qu'est-ce que j'ai appris en fait, qu'est-ce que ça m'a permis de faire, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi et découvert sur les autres. Et après, hop, essayer de se remettre dedans. Tu arrives à être sélectionné pour les Jeux, si je ne me trompe pas. La situation financière était compliquée, tu avais un rapport forcément à ta banquière. On avait une relation. Une relation. Et elle te permet, je crois par l'octroi d'un prêt, elle te donne un crédit pour aller tout simplement à Athènes, 2004. Est-ce que tu repenses parfois à ce qu'aurait été la suite de ta carrière finalement, sans la confiance, on peut le dire, de cette dame, de cette banquière? Et c'est marrant parce que du coup, elle faisait pas partie de mes personnes de confiance. Mais c'est elle qui m'a fait confiance, suffisamment confiance pour mon compagnon. Et ça en dit peut-être long aussi sur
ceux qui sont en capacité de nous aider, parfois dans la vie. C'est drôle. Est-ce que tu repenses parfois à ce qu'aurait pu être la suite? Non, en fait, sans ce prêt, non, parce que je pense que ça sert à rien. J'en ai bavé à certains moments, même après ce prêt-là, même après les jeux. Ça fait partie de la vie. J'ai pas envie de me demander qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas connu le racisme, qu'est-ce que ça aurait été si on m'avait pas poursuivi dans la rue et essayé de me taper sur la tête en plein Paris un samedi après-midi en me disant c'est Halloween et de me défendre alors que personne, une centaine de personnes et personne n'a bougé. Qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais pas eu ce prêt Mais en fait, qu'est-ce que ça aurait été En fait, pour moi, c'est une mauvaise approche parce que finalement, j'ai été confronté à ça. J'ai fait autre chose. Mais surtout en gardant toujours mon objectif, mes valeurs, qui je suis. Et au final, ces choses m'ont toujours fait grandir. Moi, c'est ça que je retiens. Donc, j'ai pas envie de me demander ce que ça aurait été parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Et ça sert à rien, en fait. J'ai pas de regrets. Je sais qui je suis, je suis bien dans mes baskets, je suis ancré dans ce que je veux, je sais ce que j'ai envie d'avoir comme impulsion dans la société, comme impact, surtout chez les jeunes. Et pour moi, c'est ça, en fait, qui compte. Oui, des cris de singe, ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Oui, des propos homophobes, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Oui, tu vas jamais réussir dans la vie, ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Tu vois, parce que quelque part, t'apprends par rapport à une réaction, t'apprends que, tu vois, finalement, à aucun moment je me suis battu physiquement avec quelqu'un. Et pourtant, j'aurais eu... j'en ai eu des occasions quand on m'a bousculé, quand on m'a... Tu vois. Mais j'ai appris avec le temps aussi que ça servait à rien, en fait. J'ai appris plein de choses. Donc, je rentre pas là-dedans. Vraiment. Tu fais les jeux. Ça nous amène à notre 3e erreur 404. Tu es médaillé olympique, mais tu effleures l'or olympique. Aïe, 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 ouais. Alors, j'avais une question précise en préparant cette discussion. Je me suis dit, ton rêve, à tes 16 ans, tu t'es dit, je vais être médaillé olympique. C'est vrai. Mais est-ce qu'on se dit vraiment qu'on va être que médaillé ou championne olympique? Donc, est-ce que le vrai rêve n'était pas d'être médaille d'or olympique ou simplement médaillé olympique? J'ai déjà réfléchi à ça, mais en fait... Parce que je me suis dit, ton objectif, si tu es une championne, tu l'es, c'est pas un débat, mais on vise le plus haut possible. Le plus haut possible, c'est l'or olympique. Mais souvent, tu répètes, de ce que j'ai vu, que tu voulais être médaillé olympique. Donc, vrai, si c'est médaillé, c'est podium, donc bronze ou argent, n'est-ce pas? Ou or. Or, ouais. Donc, le bronze ou l'argent te convient-il autant que l'or? En fait, moi, je voulais être médaillée. Vraiment, c'était pas une erreur. Je voulais pas être championne olympique. D'accord. Après, pour moi, la notion de champion ne veut pas dire énormément de choses, honnêtement. Et c'était l'olympisme qui me faisait rêver. C'était pas tant la couleur de la médaille. Et avec du recul, je me rends compte que c'est, encore une fois, la médaille, c'est un résultat. Mais ce qui est le plus fort dans l'histoire, c'est tout le parcours qui a été fait avant. Oh là là, tous les obstacles à franchir, toutes ces choses qui te grandissent, toutes les rencontres que tu as faites, etc. Finalement, c'est vraiment ça qui est kiffant dans l'histoire. Et même encore aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, je sais quelle est l'importance qu'a de se dire je suis forte et je veux être championne olympique, ce que ça amènera. Et tu vois, peut-être que finalement, je me dis, quand je connais la force des mots dans l'engagement de ton projet, dans l'engagement du succès de ton projet, peut-être que j'aurais pu me dire, gamine, en fait, je veux être championne olympique. Peut-être. Mais c'est pas ce que tu t'es dit. Mais c'est pas ce que je me suis dit et c'est pas non plus ce qui me drivait. Un goût d'inachevé ou pas? Pas du tout. Pas de frustration, vraiment tu es... Non. Non plus. Aucun regret. Je me suis donné à fond dans mes projets. Je me suis inspiré d'autres personnes. Je me suis donné les moyens d'arriver. J'ai beaucoup travaillé. Et puis surtout, je me sens en paix avec moi, en fait. Donc, non. Et c'est le principal, c'est le plus important. C'était dur, effectivement, la demi-finale, quand on a perdu sur l'Allemagne, plus d'une touche. Ça a été hyper dur de voir. Et en plus, derrière, tu te dis, une médaille de bronze, t'as aucune chance. Tu sais pas, en fait, à la base, si tu vas l'avoir, en fait, cette médaille. Tu peux finir 4e. Et là, t'as vraiment les boules, je pense. Mais
Mais au final, non, ça va, je suis en paix totalement. Ouais. On est ravis pour toi, on est content parce que parfois, on peut garder aussi ce sentiment-là de frustration de ce que j'entends de certains sportifs. C'est vrai. J'entends souvent, j'aurais aimé finir sur 50 matchs, par exemple en équipe de France, sur une Ligue des Champions, sur autre. Bon, je connais un petit peu plus le foot, tu m'en voudras pas, mais voilà. Je peux pas. Tu soutiens quel club quand même? Arsenal, Angleterre, ça va. Lorsqu'on a un tel projet, qui est le projet d'une vie, c'est un sacerdoce. C'est une situation où on est dévoué. On peut être, et tu vas me donner ton point de vue s'il te plaît, dessus, on peut être amené à s'oublier, parfois, peut-être à nouer des relations avec nos proches qui sont plus compliquées, parce qu'on est tout le temps focus sur un tunnel, objectif, objectif, objectif. Est-ce que c'est une réalité que tu as vécue, à laquelle tu as été confronté? Ouais, totalement. Et en fait, je pense que pour moi, le plus important dans l'histoire, justement, c'est de communiquer. Que ça soit en couple ou famille. Tu vois, moi, j'ai compris à un moment donné que j'allais pas voir mes neveux grandir, que j'allais pas partir en week-end avec ma copine en vacances à Rome. Et pour ça, en fait, il faut dès le départ communiquer. Et être totalement transparent sur ce qui se passe, mais sur ce qui va se passer. Parce que ça va y aller crescendo, et puis même quand on est là physiquement, ben, parfois on n'est pas là mentalement, parce qu'on repense à la compète, on repense à l'entraînement, on pense à ce qu'on va faire après. Et je pense que ne pas faire ça, c'est se mentir, c'est aussi mentir à la personne avec qui on vit ou les personnes autour de nous, et c'est mettre en danger en fait son objectif, parce que finalement, on se met une espèce de pression intérieure dans notre vie interne, en fait, qui va être gênante au bout d'un moment. Donc, je pense que si, dès le départ d'un projet olympique, vous êtes avec quelqu'un qui ne comprend pas votre investissement sur votre projet qui est plus grand que vous, ou sur le fait de monter une boîte, ben, ça va être compliqué pour vous. Et votre couple, d'ailleurs. Exactement, mais justement, pour revenir à cette notion-là de partenaire de vie avec lequel on partage quelque chose de fort, il peut ou elle peut ne pas comprendre parce qu'elle ne le vit pas, même si elle t'aime ou vous aime, à quel point c'est compliqué de sentir qu'il y a peut-être une opposition ou une confrontation entre, finalement c'est toi, mais on va dire un rêve, et une relation qui est une relation de vie ou pour la vie, une opposition, une confrontation. C'est vrai que c'est pas simple, mais alors ça va paraître peut-être égoïste ou dégueulasse ce que je vais dire, mais moi quand je suis en couple, j'aime hyper fort. Il n'y a pas de demi-mesure, etc. Mais ce projet olympique, il est aussi hyper important. Et je pense que j'ai aussi été avec des partenaires qui entendaient et qui entendent du moins ce que je vis. Si j'avais été avec quelqu'un qui n'aurait pas compris, ça veut dire que c'était de toute façon une personne qui ne me convenait pas. Donc tu vois, voilà. Je donne beaucoup, mais voilà, ça c'est un projet et j'ai besoin que ça s'entende. Mais après, d'autres feront autrement. Moi, j'ai pas envie d'aller chercher de l'aversité dans mon couple en vivant quelque chose qui est hyper fort à côté. Ça veut juste dire peut-être qu'il y a une erreur, peut-être de ma part, sur le casting en fait. Le casting c'est un peu fort, mais bon. À nouveau, c'est une prise de recul que tu arrives à faire, mais... Je me suis posé la question. Non. Mais c'est une stabilité aussi. Totalement. Ouais. C'est une stabilité, mais c'est quelque chose que je me suis posé comme question à un moment donné où j'ai vraiment compris que ça allait être compliqué. Donc je me suis quand même posé la question à un moment donné. Et en fait, on en a parlé et on m'a dit, bah vas-y, go for it. Et effectivement, j'ai été soutenu dans ma vie quotidienne, quoi. Arrive la période de la fin de ta carrière. La fin de ta carrière que tu n'as pas choisi, tu n'as pas décidé de mettre un terme à ta carrière et de te diriger vers une retraite sportive. Est-ce que tu peux revenir sur les événements compliqués qui ont conduit à ta fin de carrière, s'il te plaît? Alors, il y avait les Jeux de Rio 2016.
On avait eu, pour les Jeux de Londres 2012, on ne s'était pas qualifié, ça a été assez horrible. On a pris un peu de recul. Moi, je suis revenu en équipe de France, il fallait d'abord gagner les championnats de France, que j'avais gagné 2 ans plus tôt, et ensuite quelques étapes à valider. Et en fait, entre les championnats de France que je gagne, qui était la première étape, et je crois la deuxième, j'ai eu un gros accident de voiture. Un gars qui regarde son téléphone et j'ai pris toute la vitesse dans la tronche. Mais j'ai quand même fait 7 ans de kiné, ce qui n'est pas rien dans une vie. J'ai été sous morphine pendant pas mal de mois. Et tu vois, là aujourd'hui, on est en train de parler. Bah, j'ai hyper mal au cou. Cet accident date de 2015. Donc tu vois, en 2024, j'ai encore des séquelles, quoi. Du coup, oui, quand j'étais mise hors de danger, même si je souffrais énormément physiquement, et j'étais plus sous morphine, etc., les médecins m'ont donné l'autorisation de reprendre la compétition pour essayer de me qualifier pour les Jeux de Rio. Mais j'ai déjà jamais retrouvé mon niveau de base, alors que les Jeux, il faut aller vraiment chercher plus loin que soi, en fait. Et du coup, j'ai arrêté ma carrière sportive là-dessus. Au début, c'était quelque chose qui était hyper mal vécu de ma part. J'avais une sorte de colère, tu vois, face à ce gars qui regardait son téléphone et tout. J'étais hyper en colère au début. Habituellement, lorsque tu as, au cours de ta vie passée, de ta carrière, lorsque tu as un moment compliqué, un obstacle, une erreur 404, tu es moteur pour le dépasser. C'est vrai. Là, c'est la vie. Alors la vie personnifiée par quelqu'un, mais la vie qui te cloue, qui me choque, ouais. Qui te chope, qui te bloque. Et c'est un facteur que tu ne peux pas contrôler. L'impuissance, peut-être. Comment on se sent quand tu ne peux pas réagir de la manière dont tu réagis habituellement pour te dépasser, et c'est déjà une grande force, mais tu ne peux pas mettre en action ce mécanisme. Bah, tu vois, justement, j'avais pas remarqué, mais je comprends là ce que tu dis. Effectivement, j'étais pas actrice, et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu plus de mal à me sortir de cette situation-là. Ça a été plus long. Tu vois, au début, je ruminais, j'étais un peu en colère, je me disais, ce gars-là, il m'a gâché ma fin de carrière, etc., etc. Et ça a duré quand même plus d'1 an, ce process à essayer de revenir en équipe de France, rien à faire. Puis ces 7 ans de kiné, quand même, c'était hyper lourd, même après ma carrière sportive. Et là, on se retrouve dans une situation où, à travers cet accident, c'est la vie qui t'empêche d'exprimer ta passion. Alors, tu as vécu des situations par le passé où tu arrivais à, par ton état d'esprit, te relever, mais là, c'est la vie qui te bloque. Comment tu vis cette impuissance? C'est vrai que maintenant que tu me le fais remarquer, c'est vrai que cette période-là était plus compliquée que les autres parce qu'effectivement, j'étais pas actrice de ce qui se passait. Tu as raison. Donc j'ai effectivement mis plus de temps à me sortir de cette situation. Ça a été plus compliqué parce que j'ai beaucoup subi en fait cette situation-là. Après, je pense que j'ai lutté déjà physiquement et du coup moralement parce que je dormais pas, j'avais hyper mal, quoi. Franchement, c'était hyper dur. Voilà, 7 ans de kiné, 6 mois de morphine, vraiment j'ai morflé, quoi. Et alors c'est particulier parce que moi j'ai eu un déclencheur en fait qui m'a mon médecin, mon neurochirurgien, qui m'a concrètement dit un jour où je râlais, quoi, parce que vraiment c'était dur d'arrêter la carrière comme ça. Et en fait, il m'a juste ramené sur Terre en me disant t'as eu de la chance. Je pense que t'en as pas conscience, mais t'as eu de la chance. Et ça m'a permis de relativiser, mais de fou, quoi. De me dire que je suis en vie, que je suis debout, que même si, tu vois, là, ça fait 9 ans, là, j'ai mal, là, concrètement, là, tout de suite. Mais ça va, en fait. Je dis pas il y a pire dans la vie ou il y a mieux, non. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en fait, ça va. Faut quand même que je chérisse le fait que je sois en vie, quoi. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler que au-delà de ça, c'est important de pouvoir continuer d'avoir eu la chance quelque part d'être en bonne santé. Bon, c'est relatif, mais et puis du coup, tu vois, ça m'a permis aussi de me poser et de me dire en fait, à 16 ans, tu voulais être médaille olympique, tu as eu ta médaille, tu voulais travailler dans la tech, c'est ce que tu fais, dans la data. En fait, ça m'a permis de regarder et de me dire, j'ai eu ma médaille comme je voulais, ma médaille olympique, j'étais double championne du monde, c'était pas vraiment un de mes objectifs de départ, mais par la suite, ça semble quand même un peu logique.
même si ça a été dur, parce que le plus important c'est les jeux, et qu'après les jeux se remotiver pour quelque chose, une échéance qui est importante mais moins forte, quoi. Il y a tout un process aussi qui est pas simple. Et en fait, ouais, j'ai pris du recul et j'ai regardé la carrière que j'ai vécue. Et ça m'a permis de valider, en fait, que ma carrière, elle était cool, en fait. Que j'avais passé des moments compliqués et durs, mais que j'avais passé aussi de super bons moments, et que le sport c'est beau, et que j'ai rencontré des gens de fous, et que j'ai vécu des choses importantes. Je suis allé à l'Élysée, j'ai croisé des politiques, enfin... En fait, c'est fou, quoi. Et à ce moment-là, j'ai aussi compris que j'avais une responsabilité, justement. Que la transmission, pour moi, a toujours été importante, parce que je l'ai pas toujours vécu, moi, en tant que mentoré, on va dire. Et du coup, je comprends aussi l'implication que je suis censé avoir, en l'occurrence pour moi, auprès des jeunes, grâce à ça, en fait. Je comprends que j'ai eu un parcours de fou, finalement, et que c'est cool, en fait. Ça me permet de passer à autre chose, en fait. Décompresser, souffler. C'est notre 4e erreur, 404. La petite mort, on l'a appelée, c'est donc le deuil d'une carrière sportive, la retraite. Est-ce que le deuil se fait vraiment? Alors, est-ce que tu le qualifies comme tel? Peut-être que tu ne le... Je vais répondre assez honnêtement. En fait, au début, ça a été, comme je disais, hyper violent, parce que j'en étais pas actrice, et que voilà, j'avais l'impression que ce gars-là, finalement, m'avait volé ma fin de carrière. Surtout que j'avais pas forcément... Je m'étais dit que je ferais peut-être encore un an après les Jeux de Rio, tu vois, mais finalement, j'avais vraiment l'impression qu'il m'avait volé ce moment-là. Après, dans les 6 mois, j'ai perdu mon père, et en fait, ça c'était hyper violent physiquement, que finalement, et je suis rentré dans le taf. J'ai bossé, même le week-end je taffais. Et c'est pour ça qu'au tout début, je sais pas si tu te rappelles, mais des fois, je disais qu'il faut pas... des fois, on fait ce qu'on peut, et il y a des moments où on fuit la situation en faisant autre chose, mais que de toute façon, on sera obligé de la revivre pour valider ce truc-là. Bah, je faisais référence à ça, tu vois. En fait, quand mon père est décédé 6 mois après ma fin de carrière sportive, où là c'était déjà difficile à digérer, en repensant toutes ces années, toutes ces choses que j'allais plus vivre, que ce soit en équipe de France, les voyages, me lever le dimanche matin à 6h pour aller faire un footing, enfin tu vois, je revenais à une vie normale, quoi, tu vois. Et il fallait que je me réapproprie ma vie, que je redevienne quelqu'un... plus public aussi, tu vois, parce que t'as plein de monde autour de toi quand t'es médaillé olympique, t'as des journalistes, t'as des fans, et en fait tu redeviens quelque chose de lambda. Et 6 mois après le décès de mon père, en fait j'ai travaillé comme une tarée, et sauf que finalement, plus d'1 an après, j'ai explosé. Je suis parti en vrille et tout, parce que finalement j'avais refusé de régler ces deux choses-là. Et c'est juste une répercussion, quoi. Ça a été plus tard. Tu donnes de l'eau justement à mon moulin, parce que cette période-là de transition entre une vie professionnelle, une vie professionnelle, exactement, une autre, entre un moment de transition ou une retraite. Moi, j'ai une anecdote qui me vient très rapidement. C'est à titre personnel. Okay. Donc c'est pas moi, bien évidemment. J'ai pas traversé une retraite, mais je travaille dans un grand groupe bancaire. Et on avait un collègue qui avait un certain âge, bien évidemment, qui approchait la retraite, et qui, du jour au lendemain, il est parti un vendredi, c'était effectivement son jour de retraite, mais il est parti comme s'il revenait un lundi. Oh là là. Donc, pas de grands événements. Ah, le déni. Pas de grands au revoir, pas de formalisme. Okay. En tout cas, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, et je pense que d'autres aussi, qu'il partait comme si lundi on le revoyait, comme si simplement le week-end, comme si seul le week-end allait nous séparer de ces 2 jours. Et c'est vraiment cette notion-là de transition qui est importante, c'est-à-dire que souvent on veut, de ce que j'ai compris, maintenir une continuité, parce que ça peut être brutal, le passage de l'exposition à l'anonymat, une vie ordonnée, rangée, régulière, répétée, entraînement, pleine, à une vie qui est autre, retomber plutôt redécouvrir des habitudes, ou même peut-être faire des choses simples, dans une réalité qu'on ne sait pas faire. Il y a parfois des sportifs qui expliquent
que faire de l'administratif, ils ne savent pas faire parce que tout est géré, et d'autres. C'est vraiment ça qui m'a intéressé sur l'aspect de la retraite. Comment tu l'as vécu? C'est vrai que, alors, je suis pas un robot, mais je sais que d'autres athlètes l'ont vécu. Il y a un moment donné, un samedi ou un dimanche matin, je sais plus. Alors, je vis pas très loin du bois de Vincennes. Je m'habille, je me prépare, comme souvent. Je mets mes chaussures de running et là, j'ouvre la porte. Je mets un pas dehors et je me dis, mais en fait, pourquoi tu vas courir là? C'est fini, c'est la retraite, tu vois? Et je me dis, Et là, en fait, je me suis fait un brunch solo, mais hyper complet et tout. Vraiment, au début, j'avais encore beaucoup d'automatisme. Les réveils, j'ai encore, même encore aujourd'hui, la notion de 3 minutes. Tu vois, on me dit, il y a 3 minutes, il y a 1 minute. Je sais que c'est ça, parce que pendant 20 ans, un match d'escrime, c'est 3 minutes, et que j'ai la notion du temps, même si c'est arrêté. C'est vrai qu'il y a des habitudes encore que je garde, même encore un peu aujourd'hui. Mais finalement, je pense que pour moi, le plus compliqué, c'était surtout de me former. J'avais pas envie de refaire 5 ou 8 années d'études, donc je me suis formé avec mon école préférée qui est YouTube, qui est une école gratuite, et en rencontrant des gens via des personnes qui travaillent dans le secteur de la data grâce à LinkedIn. Donc c'était encore une fois apprendre toute seule, comme souvent ça a été dans mon parcours, mais entouré de personnes de confiance et qui me faisaient confiance pour le coup. Ça a été après la violence en fait de cet accident et de cette colère en me disant il m'a volé cette fin de carrière, et de me réveiller en me disant ouais, en fait je suis en vie et je suis reconnaissante pour ça, et puis même pour la vie sportive que j'ai vécue, d'avoir rencontré des gens, mes collègues, mes partenaires, etc. J'ai vraiment commencé à kiffer en fait. J'ai kiffé la vie, j'ai profité de chaque moment de vie, même manger un fruit, enfin tout était hyper bon. Je voulais vraiment apprécier et vivre pleinement un peu tout quoi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, et faire des choses que j'aimais, tu vois. Parce que là, je partais en week-end ou en vacances avec des personnes que j'aimais, que des personnes que j'aimais, tu vois. J'étais pas contrainte de partir avec des personnes soit que j'appréciais, soit que j'appréciais pas. Je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Et je pense qu'en faisant ça, ça me permettait de compenser le fait que c'était une période de transition qui était compliquée. Donc oui, j'avais mon réveil interne qui était toujours là à 7h moins le quart, tout ce que tu veux, mais malgré tout, le fait de me projeter dans autre chose, la tech, en l'occurrence, ça m'a vraiment permis d'être tranquille par rapport à cette fin de carrière, quoi. Tu mentionnes vivre, plutôt revivre. Et ça va être ma dernière question. À quel point c'est important, enfin, peut-être depuis tes plus jeunes années, de pouvoir laisser peut-être de côté la Sarah athlète, et de permettre à la Sarah femme de pleinement s'exprimer. À quel point c'est important? C'est pas une transition simple, parce que tu vois, encore aujourd'hui, je suis Sarah, médaillée olympique, d'ailleurs championne olympique la plupart du temps, que les gens me disent, mais c'est pas le cas. Et c'est presque comme si tu étais obligé de... Enfin, t'as pas deux facettes, mais comme si tu étais obligé t'as le masque Sarah, médaillée olympique, et en fait, donc ça c'est ce que les gens pensent que tu es ou voient, et en fait toi, et les gens ne te voient que comme si t'étais que médaillée olympique, plus que comme si... En fait, t'es une étiquette presque, tu vois, je suis presque pas humaine. Ça, c'est hyper dérangeant. Un produit? Ouais, c'est ça. Et même leur comportement qui change, qui viennent te voir, ils te disent même plus bonjour, je veux une photo, ou des mecs qui me font des demandes de mariage, enfin tu vois, c'est complètement absurde, tu vois. Et ça c'est très perturbant. Après, en soi, je suis encore une... je vais bientôt avoir 44 ans. J'ai toutes ces erreurs 404 que j'ai accumulé et surtout su dépasser, m'ont forgé, quoi, m'ont fait grandir encore une fois. Et ouais, je suis
Je suis une femme, je suis noire, je suis homo, je suis bien dans ma peau, je suis amoureuse, j'aime ma femme, j'aime ma mère, j'aime ma famille, j'aime mes potes, j'aime rencontrer des gens, j'aime aller dans les collèges comme je vais faire dans 2 heures, discuter avec les jeunes, etc. Je dirais pas que je suis une femme totalement accomplie, mais en tout cas, je suis heureuse de qui je suis. Comparé à tout ce que j'ai vécu et ce que je vois même autour de moi, je suis contente de me trouver et d'être en paix avec moi. Les pots de banane, les salguines, les cris de singe, parce que ça j'ai vécu tout ça, ben je suis en paix et je me sens hyper bien. Et je suis contente d'être pleinement moi parce que je pense que c'est aussi important pour l'impact que je veux avoir dans la société, quoi. Merci, t'as le mot de la fin. Si tu veux transmettre quelque chose sur ce qu'on a évoqué, ce qu'on a oublié ou peut-être rien à voir. C'est vraiment ton moment. Tu t'exprimes pour les spectateurs, les auditeurs et c'est à toi. Alors, mouvement, alors j'en ai parlé plusieurs fois, aller dans les collèges et lycées. Pour moi, c'est important en tant qu'athlète, en plus olympien, d'avoir vraiment cette... On a une image en fait. Alors, si les médias ne font pas forcément tous leur travail, leur partie sociétale, donc classe sociale, nous on a notre, je pense et j'estime que tout Olympien doit, je dirais presque, a ce devoir en fait d'être quelqu'un de bienveillant, respectueux, etc. Et de transmettre des choses, quoi. Moi je suis en train de monter une école sous forme de bootcamp, parce qu'on est dans un monde où on ne nous apprend pas à croire. On ne nous apprend pas à avoir un objectif, un rêve, et de croire en ce rêve. Et j'aimerais transmettre plus de confiance. C'est ce que je fais dans des collèges, etc. Mais là, je voudrais que ça soit quelque chose qui soit aussi sous forme de bootcamp. Apprendre la confiance. Ça veut dire l'estime de soi. Ça veut aussi dire croire en son rêve et croire en soi. C'est dommage que notre système éducatif ne nous apprenne pas ces choses qui sont juste basiques et qui, en fait, nous rendront... Enfin, ça nous permettra de former aussi des futurs parents, des futurs votants. Peut-être d'avoir aussi moins de réduire les inégalités, quelles qu'elles soient. Et moi, je crois beaucoup en ça. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous branche. Et merci encore pour aujourd'hui. Merci Sarah. C'était de l'amour. Merci. C'était Erreur 404, l'émission qui s'intéresse et met le focus sur les moments compliqués, les moments difficiles, les bugs de parcours du quotidien d'une vie. À l'image de Sarah, croyez en vous. Croyez en vos rêves et accomplissez-les. Vous participerez d'un monde meilleur. Vous permettrez aux jeunes générations d'être inspirées comme on l'est tous. À bientôt. À bientôt. Ciao.